Il y a des intérêts qui jouent et qui freinent pour l'instant ces actes de vengeance iraniens, mais ils ne l'oublieront pas. Ils vont continuer à avancer au niveau nucléaire, et même s'ils n'ont pas une bombe nucléaire, le fait qu'ils soient arrivés au seuil nucléaire, ça peut effectivement changer la donne et mettre Israël en grand péril, parce qu'on entend de plus en plus de voix en Iran qui disent qu'une fois qu'on aura la bombe atomique, on pourra l'utiliser. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine d'analyse géopolitique bimensuel, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Avec cette semaine un thème lié à l'actualité la plus brûlante, la montée des tensions sur tous les fronts autour et en Israël, en grande partie encouragée par l'Iran des Mollahs. Et pour en parler avec nous dans le studio, le docteur Ephraim Herrera, spécialiste de l'islam. Bonjour Ephraim. Bonjour. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes spécialiste donc de l'islam, auteur de l'ouvrage du djihad de l'histoire aux actes qui est paru en 2015, et vous êtes aussi un spécialiste des analyses conjoncturelles et structurelles de la situation qui règne dans la région. Vous intervenez à ce titre sur Internet et dans plusieurs sites israéliens. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va d'abord parler donc de ce qui se passe à Gaza et des répercussions. On a l'impression qu'avoir le chaos qui règne dans le pays, en Israël, en ce début de semaine, après l'annonce de l'assassinat de 6 otages dans un tunnel du sud de Gaza, de Rafah, par le Hamas. Un Hamas qui, il faut le rappeler, est tout de même, après 10 mois de guerre, est détruit à presque 80% au niveau de sa structure militaire. On a l'impression que le Hamas a marqué un double point en assassinant ses otages. Mais d'une part, donc, il a exécuté de manière de sang-froid des otages, mais aussi il a réussi à semer comme jamais encore depuis le début de la guerre des polémiques et une division à l'intérieur d'Israël entre ceux qui veulent un accord à tout prix tout de suite, un accord de libération des otages, comme si ça dépendait que d'Israël, et ceux qui expliquent que Israël ne saurait capituler face au Hamas, notamment en évacuant l'axe de Philadelphie. On est dans une situation un peu sans précédent depuis le 7 octobre. Écoutez, le Hamas agit en conformité avec son idéologie. Il est en train de faire un djihad contre Israël qui vise à sa destruction. Et dans la conception du djihad, toutes les directions sont bonnes. C'est une concentration d'efforts. Donc c'est un effort militaire, mais c'est aussi un effort de persuasion, de semer la dissension à l'intérieur de la société israélienne et d'utiliser les prisonniers pour l'intérêt de la Oumma, pour l'intérêt de la nation. D'ailleurs, on voit dans l'histoire de l'islam et dans le droit musulman qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec les prisonniers en fonction de l'intérêt de la nation. Savoir, on peut les garder, on peut les échanger contre argent, on peut les échanger contre d'autres prisonniers, mais il vaut mieux les mettre à mort. Il vaut mieux les mettre à mort. Donc si, en les mettant à mort, ça favorise les dissensions intérieures en Israël, alors ils vont le faire. Donc ça va servir doublement leur intérêt. Et l'intérêt, comme la maslaha, ce qu'ils appellent, c'est l'intérêt de la Oumma. Et ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que, effectivement, cette guerre est longue. Mais il ne faut pas oublier que c'est une guerre qui est une guerre au milieu de civils, une guerre en zone urbaine, dans laquelle la population soutient majoritairement le Hamas. Tous les sondages qui ont été faits, y compris par l'autorité palestinienne, ont montré jusqu'à il n'y a pas longtemps qu'environ un peu plus de 2/3 de la population de Gaza soutient le Hamas. Donc en fait, c'est une guerre qui est très difficile à mener. Il vaut mieux, peut-être au niveau tactique, opérationnel, la faire progressivement. Mais de facto, on voit qu'on a réussi. C'est-à-dire le nombre de milliers de terroristes qu'on a réussi à supprimer, impressionnant. Et puis en plus, il n'y a plus de missiles, ou pratiquement plus. J'ai vu sur Internet les derniers qu'ils ont tirés, des missiles sur Tel Aviv avec des échafaudages en bois. Alors, on est retourné à la technologie de l'âge de pierre. Mais ça ne les empêche pas de jouer sur les cordes sensibles de la société israélienne. Absolument, parce que c'est l'intérêt de la nation. Et d'ailleurs, dans la charte du Hamas, ils disent qu'un bon article, une bonne persuasion, c'est un bon djihad aussi. Et donc, en fait, il faut surtout ne pas tomber dans ce panneau. Et on voit qu'il y a une baisse du support de la population au Hamas, pas idéologique,
mais au niveau de sa réussite. Parce qu'on déplace des populations, des centaines de milliers de personnes à chaque fois. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est encore plus faire pression jusqu'à ce qu'il lève un drapeau blanc. Et je rappelle que la meilleure méthode, c'est de prendre des territoires dans lesquels il n'y a pas de musulmans, il n'y a personne. Et le fait de prendre ces territoires est beaucoup plus important et beaucoup plus grave aux yeux du Hamas que la perte de milliers de soldats ou de dizaines de milliers de combattants. On a l'impression qu'il y a quand même, non pas, il y a un certain autisme entre, en tout cas, le gouvernement qui a évidemment une vue plus large dans la mesure où il prend en compte les intérêts sécuritaires. On a parlé de l'axe de Philadelphie, qui est un endroit stratégique très important, par lesquels ont eu lieu toutes les contrebandes d'armes et les importations d'armes du Hamas dans des quantités immenses, et les opposants qui ne réagissent de manière affective, souvent de manière infantile, en disant on est prêt à tout céder pour que les otages soient libérés. C'est vraiment un dialogue de sourds. Mais il n'y a pas de dialogue d'ailleurs. Il y a pire. Parce que l'axe de Philadelphie, il sépare entre quoi et quoi? L'Égypte. Entre l'Égypte et la bande de Gaza. Plus de 200 tunnels qu'on a déjà repérés. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire sans l'aval de Sisi? Donc finalement, c'est le gouvernement égyptien qui a fermé les yeux dans le meilleur des cas et soutenu plus probablement cet armement massif du Hamas. Alors il est hors la loi en Égypte. Les frères musulmans sont hors la loi, sont considérés comme une organisation terroriste. Mais ils s'en servent d'un levier contre Israël. Mais on donne des armes à ceux qui vont aller contre Israël. Et aujourd'hui, le gouvernement aussi utilise l'Égypte pour les négociations. Et ils utilisent le Qatar aussi pour les négociations, alors que le Qatar est le principal, celui qui donne l'argent principalement au Hamas. Donc on a un vrai problème qui est au-delà de ces dissensions internes, qui sont, comme dans la plupart des cas, des faux problèmes. Oui. Le vrai problème, c'est nommons nos ennemis, et puis surtout ne leur faisons pas confiance. Alors la situation monte aussi un autre front qui est complémentaire et tout à fait lié en Judée-Samarie, après plusieurs attentats meurtriers de ces derniers jours et de ces dernières semaines, et puis certaines opérations antiterroristes de Tsahal dans les grandes villes comme Jenin, en Judée-Samarie où justement les terroristes ont utilisé ces dernières semaines, ces derniers mois, des explosifs très puissants directement fournis par l'Iran justement. Ce qu'on voit en Judée-Samarie, c'est un vrai problème qu'on refuse de reconnaître, à savoir que l'autorité palestinienne soutient le terrorisme, soutient les terroristes. De facto, vous avez des officiers de l'autorité palestinienne qui ont commis des attentats. Comme à l'époque d'Oslo, juste après Oslo. Mais ça en continue. C'est pas depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a un vrai problème. Ils financent les familles des terroristes. Ils soutiennent un enseignement au djihad. Et donc on a un problème qu'on se refuse de reconnaître parce qu'on a peur des alternatives. On a peur des alternatives à Gaza, on a peur des alternatives dans l'autorité palestinienne, mais l'alternative qu'on a choisie, et ça a été pour tous les gouvernements, celui en place comme les précédents quand ils étaient de l'opposition, ça a été de faire avec un architerroriste qui était le bras droit d'Arafat et qui continue à agir et à former sa population à la haine d'Israël, à la haine des Juifs et à l'appel au djihad. Donc on a un vrai problème auquel on ne veut pas se mesurer. Celui qui ne veut pas se mesurer au vrai problème, il ne faut pas qu'il s'étonne s'il y a des conséquences très graves pour Israël. Mais pendant et depuis le 7 octobre, tout de même, Tsahal est intervenu de nombreuses fois, c'est-à-dire a non seulement fait des incursions de plusieurs jours dans certaines villes pour détruire des nids terroristes. On cite le chiffre depuis 10 mois de plusieurs centaines, 4 à 500 terroristes éliminés et surtout 4000 à 5000 sympathisants du Hamas arrêtés, c'est-à-dire une campagne continue qui d'ailleurs s'est amplifiée il y a 2 semaines puisque on a vu il y a 10 jours Tsahal intervenir de manière simultanée dans plusieurs villes. Il y a quand même une prise en considération du danger de ce front oriental. Ben, c'est sûr qu'il y a une prise en considération parce qu'il y a un vrai problème, il y a des attentats, mais on n'éradique pas le problème. On se refuse de le définir comme tel
puisqu'on entend bien dans la société israélienne, une des possibilités envisagées pour la suite à Gaza, d'abord qu'on gagne, mais enfin, disons, pour la suite à Gaza, c'est de prendre l'autorité palestinienne ou des ex-autorités palestiniennes comme Rajoub ou d'autres qui sont vraiment sur ce front-là oriental, on a aussi l'omniprésence de l'Iran, pas seulement parce qu'ils fournissent une logistique et des explosifs qui entrent en masse, des explosifs d'un autre genre, comme on l'a vu à Jenin, où ils ont pu faire sauter un convoi de Tsahal avec un explosif qui était enterré à 1 mètre de profondeur, ce qui est une chose qu'on n'avait jamais vue, mais parce qu'aussi le front oriental d'Israël, la vallée du Jourdain, est de plus en plus perméable aux infiltrations d'armes, et pire que ça, on sait au niveau géopolitique que l'Iran a jeté son regard vers le Amman et vers la Jordanie pour affaiblir ce régime et essayer si ce n'est de le démanteler, de toute manière d'en faire un allié comme il a pu trouver un allié avec le Hezbollah depuis plus de 20 ans au Liban, et en fait de déstabiliser le régime hachémite, qui par ailleurs est le régime donc du roi Abdullah II, qui est soutenu par les Américains au plan militaire et indirectement par Israël. Donc on a affaire à une stratégie iranienne bien concertée. C'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça, c'est une vision globale de l'avenir du monde pour les ayatollahs. Pour l'Iran, le but est la domination politique et juridique du monde par l'islam chiite. Et la manière de le faire, c'est de s'étendre par proxy, par pays interposés, et de déstabiliser les pays voisins, particulièrement par exemple le Bahreïn, qui est à majorité chiite et qui est dirigé par des sunnites, mais c'est vrai aussi pour la Jordanie, puisqu'ils ont déjà pris la Syrie de facto. Et donc, à ce moment-là, ils auraient une suite territoriale très importante qui menacerait l'Arabie saoudite au sud et qui est déjà prise par le Yémen de l'autre côté. Donc, c'est une stratégie à long terme qu'entreprend l'Iran. Et il faut reconnaître aussi que le gouvernement jordanien ferme les yeux sur ce qui se passe à cette frontière, qui est une longue frontière, qui n'est pas facile à défendre. Et Israël fait aussi la double faute qu'il a déjà faite avec l'Égypte à l'époque, où on laisse passer tout ce qui n'est pas terroriste, à savoir des entrées illégales de migrants qui viennent par la vallée du Jourdain. Et en fait, en même temps que ça, il y a des transferts d'armes et on met en danger tout l'État d'Israël lui-même, puisque une fois qu'on a passé, on arrive facilement en Israël. Alors, dans ce contexte déjà assez perturbé et fort agité, comment Tsahal, c'est le 3e front, le pôle de tension auquel on pense, comment Tsahal va pouvoir intervenir de manière plus efficace au nord du pays contre le Hezbollah qui continue de multiplier les tirs contre les villages et les localités d'Israël du nord. Est-ce qu'on va malgré tout vers l'ouverture de ce fameux 2e front dont on parle depuis le 7 octobre, puisque la position du gouvernement israélien, c'était de dire quand on a fini avec Gaza, et comment et quand finit-on avec Gaza, eh bien on pourra se consacrer au Hezbollah, à pilonner le Hezbollah. Qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? On a l'impression que ça s'éloigne. Pour l'instant, on est dans une situation qui est assez insupportable. On a des dizaines de milliers de citoyens qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Et même dans le cas où ils voudraient rentrer chez eux, il y a très souvent plus de chez eux. Donc c'est une situation qui est impossible. Près de 2000 bâtiments et maisons ont été détruits. Voilà, qui ont été détruites. Et donc c'est un vrai problème qu'il faut absolument résoudre. Et au niveau du Hezbollah, il faut quand même se rappeler qu'après la liquidation de Haniyeh, l'Iran a fait pression sur le Hezbollah pour qu'il attaque. Il a attaqué. Ça a été déjoué de manière exemplaire au niveau militaire. Hein. Franchement, c'était une grande réussite. Mais on ne l'a pas exploité. On n'a pas exploité ça pour détruire la Dahia, pour libérer tout le front jusqu'au Litanie, parce que c'est là qu'est le problème principal. Et pour essayer de supprimer le Hezbollah, qui a une opposition interne importante, des Maronites, des Druzes, donc il y a beaucoup des sunnites aussi souvent, donc il y a sur quoi jouer, mais il faut se mettre à la place des dirigeants. Il y a une pression américaine
qui a mis des cuirassiers, des porte-avions pas loin, donc qui nous disent n'envenez pas la situation, mais d'une manière ou d'une autre, à long terme, on va être obligé de résoudre le problème, à moins qu'on décide qu'Israël peut vivre sans la Galilée. Oui. Et alors, on en arrive au quatrième front, si j'ose dire, qui est en fait la tête de la pieuvre. On a parlé de Gaza, on a parlé de la Judée-Samarie et du Nord. Et en fait, en ce qui concerne l'Iran à proprement parler, on a l'impression, vous évoquez ça à l'instant, que la retenue, entre guillemets, iranienne, qui s'est abstenue de répliquer à l'élimination de Haniyeh à Téhéran, qui considéré comme un grand affront à leur souveraineté, etc., qui avait promis de répliquer durement contre Israël, une seconde fois, puisqu'ils avaient déjà attaqué Israël en avril, sans succès. En tout cas, on a l'impression que, au fil des semaines, alors que rien ne se passait, que cette retenue iranienne semble leur rapporter pas mal de dividendes, pour l'instant, à Téhéran, puisque les mollahs ont utilisé ce laps de temps, premièrement, pour mener une campagne diplomatique tous azimuts auprès de leurs alliés, notamment Qatari, Bahreïn, vous en parliez, et des Émirats arabes unis, avec lesquels ils ont langue aussi. Donc une campagne diplomatique pour assurer leurs arrières, et puis surtout pour gagner du temps, afin de parvenir, d'ici quelques semaines, quelques mois, on ne sait plus très bien, mais préparer leur première tête nucléaire, dont on se doute qu'elles changeront beaucoup si donc Téhéran franchit le seuil nucléaire. La carte géopolitique, les rapports de force vont changer, puisque les proxys de Téhéran, que ce soit le Hezbollah au nord, le Hamas et le djihad au sud, seront à partir de ce moment-là placés sous la protection du parapluie nucléaire iranien. C'est une toute autre situation. Donc en fait, cette retenue qui semble avoir soulagé Israël, puis qu'il n'y ait pas d'attaque iranienne, ça permet en fait à Téhéran d'avancer encore plus ses pions. L'intérêt, pour l'instant, la maslaha, l'intérêt de la nation, l'emporte sur le désir de vengeance. Mais comme l'enseigne l'islam, Allah ma'a sabirina, Allah est avec ceux qui ont de la patience. C'est-à-dire que le drapeau de la vengeance est toujours levé haut à Téhéran. Ils ne l'oublieront pas. Ils vont essayer de le faire. Mais leur intérêt est, effectivement, pour l'instant, de ne pas agir de manière directe, parce que d'abord, il y a les forces américaines qui sont en place. Israël a montré, lors de l'attaque précédente de l'Iran, qu'ils ont réussi à déjouer les plans iraniens. Et il y a aussi des intérêts économiques, parce qu'ils savent qu'on risque de frapper leur raffinerie de pétrole. Et derrière, il y a des pressions chinoises, qui est quand même le premier importateur de pétrole iranien. Donc il y a des intérêts qui jouent et qui freinent, pour l'instant, ces actes de vengeance iraniens, mais ils ne l'oublieront pas. Ils ne l'oublieront pas de manière certaine. Et comme vous avez très bien mentionné, ils vont continuer à avancer au niveau technologique, au niveau nucléaire. Et même s'ils n'ont pas une bombe nucléaire, le fait qu'ils soient arrivés au seuil nucléaire, ça peut effectivement changer la donne et mettre Israël en grand péril, parce qu'on entend de plus en plus de voix en Iran qui disent qu'une fois qu'on aura la bombe atomique, on pourra l'utiliser. Et ça, c'est très grave. Et donc, en fait, plus on attend, et plus la situation deviendra difficile pour Israël. Alors justement, vous évoquez ce problème qui est un problème en soi. Il y a plusieurs experts, dont Louis-René Berès, qui est un expert américain en matière de nucléaire, qui depuis des années avertit, interpelle le leadership israélien pour lui dire que face à des ennemis irréductibles comme l'Iran, qui veulent sa destruction et qui ne travaillent et n'agissent que pour sa destruction, il faudrait qu'Israël accepte de sortir de sa position d'ambiguïté nucléaire, c'est-à-dire que déclare quel est son arsenal et surtout dévoile les différents scénarios de sa stratégie pour dissuader l'ennemi. Parce que dans l'ambiguïté, le fait qu'on dit le monde sait qu'Israël dispose de l'arme nucléaire, mais sans plus, ce n'est pas quelque chose qui dissuade des ennemis comme l'Iran. Et donc il faudrait maintenant, et j'ai lu plusieurs tribunes de Berès qui revient sans cesse, presque tous les mois maintenant, dans les colonnes de la presse israélienne, et de la presse américaine, pour dire il faut qu'Israël affiche sa stratégie afin de dissuader l'adversaire. Je pense que je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Pour la bonne raison, c'est que l'Iran voudra le nucléaire indépendamment de ce qu'a Israël. L'Iran veut détruire Israël. Il l'appelle le cancer dans la région. Il met en
en péril le régime iranien. En plus, après, justement, cette liquidation de Haniyeh, ça ne changerait rien du tout. Supposons qu'on dise on a un nombre infini d'armes nucléaires. Alors ça va les empêcher d'en avoir une? Certainement pas. Ils vont continuer exactement de la même manière. Je ne crois pas qu'il y ait une logique profonde à dévoiler des secrets d'État pour essayer de dissuader les Iraniens qui ne seront pas dissuadés. Du peu que je connais l'islam chiite, ils ne seront pas dissuadés. Non, ce que disait Bérès pour finir, c'est qu'il faudrait que... c'est la fameuse stratégie de la deuxième frappe, c'est-à-dire qu'Israël disposerait aussi de sous-marins nucléaires, de telle sorte que s'il était attaqué avec tous les dégâts énormes que pourrait faire une même petite bombe atomique sur un petit Israël, c'est qu'il y aurait des possibilités de deuxième et de troisième frappe vertigineuses pour Israël. Vous ne pensez pas que c'est dissuasif pour les Iraniens? Les Iraniens ont déjà déclaré qu'il y a une grande asymétrie, et qui est la suivante. Ils disent, si Israël tirait des bombes, envoyait des bombes ou des armes nucléaires contre l'Iran, il ne détruirait pas l'Iran, qui est un pays immense. Par contre, très peu d'armes nucléaires contre Israël pourraient mettre fin, Dieu préserve, à l'État d'Israël. Donc ça, c'est leur conception de base. C'est-à-dire c'est cette dissymétrie, ils l'ont analysée, et c'est là-dessus qu'ils se basent. Et c'est leur conception. Deuxièmement, il y a le principe chiite que quand on est accolé au mur, on peut agir de manière illogique pour montrer que c'est l'islam chiite qui a raison. Donc dans une situation comme ça, ils supposent que la logique occidentale va fonctionner chez les chiites. Or, l'histoire a montré que ce n'est pas toujours le cas. Ils utilisent la logique, ils utilisent l'intérêt de la nation. Mais accolé au mur, par exemple, si jamais l'alternative c'était que le régime des ayatollahs tombe, à ce moment-là, ils prendraient des mesures qui seront, aux yeux d'un occidental, illogiques. Eh bien, écoutez, on a fait un parcours assez rationnel et analytique, mais la situation est tout de même assez complexe, et en espérant que se dégagera une direction, ne serait-ce qu'au niveau des leaders du pays. Et je vous remercie en tout cas d'être venu au Studio Qualita. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, et à notre prochain magazine dans 2 semaines. Merci.